propose que, voilà, que vous fassiez rentrer les personnes qui sont en salle d'attente et puis qu'on débute. Eh écoutez, c'est parfait. Nous sommes en ligne. Nous sommes en ligne et en direct avec le Brésil, avec l'ambassadeur de France au Brésil, Emmanuel Lenain, alumnus de Sciences Po. Monsieur l'ambassadeur, cher Monsieur Lenain, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir de partager l'heure qui va venir avec vous et avec vous. Ce matin au Brésil et ce midi à Paris, nous inaugurons le nouveau cycle de rencontres en ligne avec les diplomates alumni de Sciences Po, le cycle Diplomatie et débat. C'est avec vous et pour toute une série de raisons que nous allons détailler ensemble que nous organisons cette rencontre avec vous. Vous avez d'ores et déjà eu le plaisir de rencontrer la communauté des alumni au Brésil ces dernières semaines. Je salue la présidente de notre section au Brésil, Alexandrine Brami, qui est parmi nous ce matin au Brésil, ce midi à Paris. Et je la remercie évidemment très chaleureusement pour la qualité de l'animation du réseau qu'elle fait et qu'elle exerce au Brésil. Et merci à vous à nouveau, Monsieur l'ambassadeur, d'avoir accepté cette invitation. Alors peut-être pour débuter, est-ce que vous accepteriez, en tant qu'ancien élève de Sciences Po, de revenir peut-être rapidement sur votre parcours avant le Brésil? Où étiez-vous? Que faisiez-vous? Puis une fois qu'on aura fait ce petit point, on parlera plus spécifiquement du pays. Bonjour, c'est un plaisir de retrouver les alumni brésiliens que j'ai vus il y a quelques semaines et de discuter avec les autres alumni. Écoutez, alors moi, qu'est-ce que j'ai fait avant? Je suis un diplomate de carrière, je n'ai fait à peu près que ça, enfin, je sais faire que ça en fait. Et j'ai été à la fois en poste à Paris, j'ai commencé à Paris hein, sur des sujets plutôt liés aux négociations de paix. Je me suis retrouvé en fait un peu propulsé dans les équipes qui négociaient sur le Kosovo quand j'ai commencé au Quai d'Orsay. Ce qui a pas très bien marché parce que finalement l'OTAN a fini par intervenir, mais ça nous a pas mal occupé. J'ai passé quelques mois après à Pristina pour préparer la mission des Nations Unies de Bernard Kouchner. Et ensuite, comme je négociais pas trop mal, donc on m'a envoyé à New York entre 2000 et 2003 la mission, où j'ai passé 3 ans assez actif parce que c'était au moment de 9/11 et puis après de l'affaire irakienne. Donc ça a été assez épique et assez et passionnant. Je suis après parti 2 ans à Pékin comme conseiller politique. Je me suis fait rattraper un peu par le col par un ancien ministre des Affaires étrangères qui m'avait repéré à New York pendant les négociations et qui m'a fait venir à son cabinet quand il est rentré à Matignon. C'était Dominique de Villepin. Et après, je suis parti à Washington pour être le porte-parole. C'était la première élection d'Obama. C'était une période totalement fascinante aux États-Unis. Ensuite, je suis allé à Shanghai comme consul général, et qui était une période aussi passionnante parce que c'était un peu les dernières années avant la refermeture totale de la Chine sous Xi Jinping. Donc le pays n'était pas encore redevenu un pays un régime un peu totalitaire comme actuellement. Il y avait encore, bon, sans être évidemment en restant une dictature, hein, il y avait encore quelques petits espaces de dialogue. C'était très intéressant. Et ensuite, je suis rentré à Paris. J'ai été le patron de l'Asie et du Pacifique au Quai d'Orsay. J'ai retravaillé pour un autre Premier ministre qui était Édouard Philippe, dont j'étais le conseiller diplomatique.
Et ensuite, je suis parti en Inde, où j'ai passé 4 ans. Et maintenant au Brésil. Donc, je fais 2 présidences successives du G20. Ouais. Je ne sais pas si c'est une bénédiction ou si je suis maudit, mais en tout cas, voilà, c'est un, c'est en tout cas passionnant pour un ambassadeur parce que vous avez toute une série de réunions ministérielles, des visites présidentielles. Là, j'ai en fait cette année 2 visites du président de la République. J'en ai l'année prochaine une autre qui va s'annoncer pour la COP30. Donc, c'est des moments assez uniques, en fait. Voilà. Ouais. Réunion du G20, on en reparlera, mais qui est prévue les 18 et 19 novembre prochains. Tout à fait. Alors peut-être, Monsieur l'ambassadeur, si vous en êtes d'accord, on pourrait peut-être commencer par l'échelle nationale et puis ensuite on va ouvrir à l'international, ou en tout cas déjà le régional et puis ensuite la diplomatie du Brésil. Sur le plan national, en interne, est-ce que vous pourriez d'ores et déjà nous faire un point rapide sur, selon vous, ce que sont les forces et les faiblesses du Brésil aujourd'hui? En interne, hein. Bah, en interne, le Brésil, c'est un pays qui est fabuleux, enfin, qui est totalement béni des dieux, si vous voulez. C'est un pays où il y a tout. En termes de ressources, c'est le pays qui doit avoir le mix énergétique le plus vert au monde parce qu'il a 70% d'hydraulique. C'est le pays où vous avez aussi en matière énergétique, en termes de renouvelables, vous avez les meilleurs taux pour l'éolien, pour le solaire. Vous avez à peu près tous les minerais stratégiques du monde qui sont présents dans le sol. Vous avez évidemment des superficies agricoles qui sont extrêmement étendues, même si par moment on préférerait qu'elles cessent de s'étendre et que la déforestation ralentisse encore plus, puisqu'elle ralentit beaucoup. Mais donc, vous avez un pays qui a des atouts absolument fabuleux et qui, du coup, bah, économiquement, je dirais pas, vit un petit peu sur ce trésor, mais a toujours eu tendance à avoir un développement qui était plutôt tourné sur l'extraction des matières premières que sur leur transformation. Hein. Et donc, on voit que le grand enjeu actuellement pour ce gouvernement, mais c'était l'enjeu aussi pour les gouvernements précédents, c'est un peu de développer une industrie, redévelopper une industrie et transformer toutes ces matières premières, tous ces bienfaits pour éviter de les exporter sans aucune transformation. Après, c'est un pays, vous me demandez les faiblesses, bah, c'est un pays euh, qui est quand même socialement très, très difficile, avec des disparités très, très fortes. Hein. Quand on calcule, et ça, les anciennes Sciences Po connaissent ça par cœur, mais les coefficients de Gini, on est vraiment dans des gammes qu'on ne voit nulle part ailleurs. C'est-à-dire que c'est un pays qui est beaucoup plus, entre guillemets, inégalitaire que des pays que j'ai connus, comme l'Inde, comme la Chine. On est vraiment dans les sommets. Moi, quand je suis arrivé ici, il y a une statistique qui m'avait beaucoup frappé, qui est que les 6 personnes les plus riches, pas les 6 familles, hein, les 6 personnes les plus riches du pays, possèdent autant que les 50% les plus pauvres. C'est assez édifiant. Et quand vous avez ça en tête, en fait, vous comprenez beaucoup aussi les choix de politique publique et l'emprise aussi sur la vie politique ben, de certains groupes. Vous comprenez bien comment ça marche. Voilà, après, ça a des conséquences aussi, effectivement, sur la société. C'est un pays qui est
quand je dis qu'il est béni des dieux, qui n'a pas d'ennemis en fait extérieurs. Il y a eu quelques guerres au 19e, mais on n'y est jamais revenu. Les frontières ne sont pas vraiment menacées. Il y a évidemment des flux de réfugiés, des trafics, notamment aux différentes frontières, mais c'est un pays qui n'a pas vraiment d'ennemis extérieurs et en revanche qui a un ennemi intérieur et qui est soumis au défi de la lutte contre le crime organisé. Donc voilà, c'est un peu ça le Brésil. C'est un pays absolument formidable qui a un potentiel extraordinaire, qui ne l'utilise pas toujours autant qu'il le pourrait, mais qui est un pays absolument formidable et politiquement qui actuellement est très polarisé, hein, très polarisé. On a connu, mais on y reviendra peut-être, des périodes complexes, notamment dans notre relation avec le Brésil sous la présidence Bolsonaro. C'est des forces qui n'ont pas disparu totalement de la vie politique brésilienne. Euh, il y a encore une partie significative de la population qui partage ces vues, qui est une combinaison de différentes forces, à la fois sans doute assez conservatrices sur le plan social, poussées notamment par le développement des églises évangéliques au Brésil, et aussi par certains intérêts, certaines industries agroalimentaires, l'agrobusiness. Voilà, il y a une conjonction qui fait que le pays est très polarisé. Ça, c'est aussi une des faiblesses, hein. Mais bon, ce sont des phénomènes qu'on retrouve dans bien d'autres pays actuellement, et on vient de voir tous l'élection américaine et ses résultats. Merci beaucoup. Est-ce que à l'échelle régionale, le Brésil aujourd'hui est ou est encore le chef de file de l'intégration et notamment du Mercosur, qui, je le rappelle, est cette intégration régionale qui compte le Brésil, l'Argentine, le Paraguay, l'Uruguay et puis la Bolivie? Oui. La pièce majeure, certainement, il n'y a pas de doute, hein, quand vous regardez le Mercosur, c'est le Brésil, ça représente 50% du PIB de la zone. Donc, il n'y a pas, je dirais, il y a pas de débat là-dessus. Après, et Lula est arrivé avec un agenda effectivement assez ambitieux, hein, sur l'intégration, avec cette volonté de refaire du Brésil vraiment le leader de la région. Après, est-ce qu'il y arrive? Bah, c'est sans doute l'un des points les plus compliqués de sa politique étrangère parce qu'il se retrouve face à une région qui est extrêmement polarisée. Comme vous regardez la configuration politique de la région, vous avez quand même tout le spectre politique et plutôt les extrêmes dans le spectre. L'autre pays important du Mercosur, c'est l'Argentine. Et là, vous imaginez bien que pour quelqu'un comme Lula, un personnage comme Milei est vraiment aux antipodes à la fois de ses positions de fond et de type de personnalité avec lequel il peut facilement interagir. Donc c'est très compliqué. Et je dirais, si on étend un petit peu le regard, même au-delà du Mercosur, parce que les ambitions brésiliennes étaient un peu plus larges que ça, hein, sur l'intégration régionale, bah, vous voyez à l'autre bout du spectre, hein, avec des régimes qui étaient historiquement plus proches, je dirais de manière un peu sur le plan idéologique, comme le Venezuela, c'est extrêmement compliqué actuellement. Et vous avez vu que Maduro n'est pas Chavez du tout pour Lula et que le canal, et en tout cas l'influence brésilienne sur Maduro est beaucoup moins évidente. Donc voilà, s'il y a dans le bilan, en fait, premier bilan de politique étrangère de Lula, je dirais pas un angle mort, mais un secteur un peu plus difficile, c'est sans doute celui-là, pour des raisons qui sont largement externes, en fait, hein, qui tiennent à la polarisation de la région.
Et est-ce que Lula se voit comme le moteur de la lutte contre l'hégémonie états-unienne sur le continent, sur l'ensemble du continent américain? Et est-ce que l'élection de Donald Trump constitue une nouvelle donne pour le Brésil aujourd'hui? Le côté lutte contre l'hégémonie, je pense on est un petit peu, au-delà. Je pense que c'est bon, il y a toujours un certain romantisme dans la gauche latino-américaine, mais je pense qu'on est un peu passé au-delà. En revanche, le fait que l'indépendance pour le Brésil est vraiment le maître mot et la ligne directrice de politique étrangère, c'est sûr. Avec Trump, comment ça va se passer? C'est difficile à évaluer. C'est certainement pas évidemment, et Lula l'avait dit d'ailleurs, hein, son candidat préféré. Il avait dit une semaine avant, d'ailleurs, dans des médias français, qu'il espérait la victoire de Kamala Harris. Après, comment est-ce que ça va interagir? Il a fait comme nos dirigeants d'ailleurs, des déclarations. Non pas chaleureuse, mais en tout cas ouverte à la réélection de Trump. Pour lui, c'est vraiment une mauvaise nouvelle. C'est une mauvaise nouvelle à la fois bon, sur le fond des politiques, parce qu'on on voit bien qu'il y aura sans doute un durcissement commercial dont ils pâtiront, mais c'est surtout une mauvaise nouvelle politique, parce que ça énergise le mouvement, l'extrême droite au Brésil. Et on le voit, hein, le Bolsonaro s'est toujours vécu comme une réplique sud-américaine de Trump. Il a le sentiment, il l'a écrit, ses supporters le disent, que tout lui arrive un petit peu avec un décalage de 2 ans sur Trump. Donc il est élu après. Euh, on lui vole l'élection ou sa réélection aussi, et il fait le 8 janvier ici à Brasilia, au Planalto, ce qui est arrivé le 6 janvier au Capitole. Et donc là, bah, il voit le candidat américain réélu, donc il se dit, bah voilà, c'est le signe annonciateur. Et effectivement, les élections présidentielles au Brésil sont en octobre 2026. Donc, il ne peut pas s'empêcher de voir ce présage. Pour le moment, il est inéligible, hein. Ouais, jusqu'en 2030. Euh, après la vie politique brésilienne nous a habitués, hein, à des retournements assez soudains. Pour le moment, il n'y a rien de prévu, mais on sait que dans le passé, parfois, des lois d'amnistie ont pu remettre en selle telle ou telle personnalité. Donc, voilà, pour le moment, il est hors jeu, avec des héritiers possibles, hein, dont aucun n'est adoubé par lui, mais qui sont des figures crédibles aussi pour, je dirais, reprendre le flambeau de l'extrême droite pour les prochaines élections. Et le Brésil, et le président Lula singulièrement, a été l'un des pères fondateurs des BRICS. Est-ce que c'est aujourd'hui un cénacle au sein duquel le Brésil continue d'avoir un poids majeur? Est-ce que c'est aujourd'hui le porte-parole ou est-ce que c'est simplement l'un des acteurs? Et plus largement, est-ce que le Brésil est aujourd'hui un des acteurs du Sud global? Quelle place y occupe-t-il? Ouais. Oui, effectivement, ça c'est très net, hein. On voit l'importance du format des BRICS pour un pays comme le Brésil. Et on le voit bien cette année parce que c'est aussi une des magies du calendrier, ils ont successivement la présidence donc, du G20 cette année et l'année prochaine la présidence des BRICS. Ils sont dans une conjonction assez délicate parce qu'en plus ils auront la COP 30 à la fin de l'année prochaine. Mais quand on voit la manière dont ils préparent les deux présidences des BRICS et du G20, on voit que c'est presque aussi important, je dirais, pour eux.
Et c'est là qu'on voit bien la transformation du monde. Après, est-ce qu'ils sont totalement à l'aise avec la manière dont évoluent les BRICS? Pas totalement. Euh, on sait que, comme d'autres pays, comme l'Inde, comme d'autres pays, ils ont essayé de freiner la poursuite de l'élargissement des BRICS qui était poussé en quasi-totalité, en grande partie en tout cas par la Chine. On voit qu'aujourd'hui, ils sont tentés de revenir sur des formats qui étaient plus proches des formats initiaux et notamment d'avoir des concertations. Là, ils vont en avoir en marge du prochain sommet du G20 et du 19 novembre, dans ce qu'on appelle notamment le format IBAS, hein, donc c'est-à-dire avec l'Inde et l'Afrique du Sud. Hein, on voit que eux aussi sont un petit peu gênés par le manque de cohérence d'un groupe trop large. C'est ce qu'on dit tous, voir des pays dans le même format, des pays en développement, des pays en développé, des pays développés, des pays qui sont en guerre plus ou moins ouverte, de voir l'Iran avec des pays du Golfe, on peut s'interroger un petit peu sur la cohérence. Mais ils vont pas plus loin, c'est-à-dire que c'est un problème de cohérence, c'est pas vraiment un problème philosophique, c'est-à-dire que eux ne vont pas jusqu'à se dire, mais quelle est la légitimité en fait de pays comme la Chine ou comme la Russie pour parler au nom du Sud, qui, moi, en tant que diplomate, est une question qui m'interpelle, comme on dit. Est-ce que, d'ailleurs, à ce titre, pour le Brésil, on peut aujourd'hui encore parler de pays en développement ou de pays émergents, selon vous? C'est-à-dire que si vous regardez les indicateurs macro, c'est un pays riche. C'est un pays qui se développe bien, la croissance va être au-delà de 3%, les PIB global par tête est celui d'un pays qui est développé. Donc c'est un pays qui est riche, mais c'est un pays, entre guillemets, riche de gens pauvres. C'est-à-dire que c'est un pays qui est riche au plan macro et qui cumule des caractéristiques de soulèvement, ou en tout cas de pauvreté, qui sont ceux aussi d'un pays pauvre. C'est ça toute la complexité du pays. Vous avez à peu près 30 millions de personnes qui vivent sous le seuil de pauvreté. Et c'est ça qui explique toute l'importance justement des sujets qui sont portés par le au plan international. Hein, notamment le grand résultat du sommet du G20 pour Lula, c'est la constitution d'une alliance contre la faim et la pauvreté dans le monde. Hein, mais voilà, c'est toute la complexité du Brésil en fait. Vous nous disiez tout à l'heure, le Brésil n'a pas d'ennemis extérieurs. Euh, Est-ce que c'est directement lié à la tradition de neutralité du Brésil? C'est la première question. Et la deuxième, est-ce que cette tradition de neutralité, si elle existe véritablement, est-ce qu'elle explique le positionnement diplomatique du Brésil vis-à-vis de certains conflits internationaux, que ce soit au Proche-Orient, Israël-Gaza, que ce soit l'Ukraine, que ce soit l'Iran, là aussi il y a quelques années. Et si oui, finalement, avec quel succès? Ouais. Euh, oui, je pense que la paix relative dans laquelle vit le Brésil vis-à-vis du monde extérieur est en partie due à cette tradition. Il est aussi dû à son positionnement géographique. Quand vous êtes un pays et continent, vous êtes moins ennuyé par, par les petits pays qui sont à vos frontières, ça c'est certain. Mais il y a la tradition. Est-ce que c'est une tradition de neutralité? Pas vraiment. Je crois que s'il fallait une caractéristique, je dirais que c'est un peu la position euh, désormais actuelle des grands émergents, comme je l'ai vu en Inde, qui développent ce qu'ils appellent eux-mêmes un multi-alignement. C'est-à-dire que plutôt que de se ranger dans un camp, dans l'autre, c'est une sorte d'opportunisme qui fait qu'on peut développer
des relations tout à fait profitables avec toute une série de pays sans s'embarrasser des contradictions, qu'on peut à la fois commercer et avoir des coopérations avec les États-Unis, avec l'Iran, pour certains avec Israël et avec des pays arabes, et ainsi de suite, et que finalement tout ça, avec la Chine et avec les États-Unis, c'est un peu le refus de se faire enrôler dans des combats, dans des coalitions qui ne sont pas perçus comme étant ceux du pays. Donc, oui, et ça les amène pour nous à des positions assez délicates, hein. On l'a vu sur l'Ukraine notamment, où dès le départ, le Brésil a dit, nous sommes neutres. On leur a dit, mais attendez, vous avez un agresseur et un agressé. Vous avez un grand État non démocratique qui, de manière non provoquée, en agresse un autre démocratique. Vous ne pouvez pas maintenir une balance égale entre les deux pays. C'est juste pas possible. Ah, dit, mais il y a des responsabilités des deux côtés. Nous, on est neutre, on veut bien participer. Et on voit ça sur de nombreuses crises. Il y a ce réflexe, effectivement, de se poser d'une manière un peu équanime sur les différents conflits. Et aussi, propre aux pays du Sud, de dire, mais voilà, vous nous mobilisez sur tel conflit, mais attention, il y en a d'autres, et vous faites encore du deux poids, deux mesures. Ça, la critique nous est adressée, mais de manière récurrente ici, hein. Et est-ce que dans un monde qui est quand même de plus en plus polarisé, est-ce que le Brésil, en termes de médiateur, a véritablement une carte à jouer aujourd'hui? Première question. Et deuxième, est-ce que ces dernières années, on a un peu le sentiment que le Brésil s'est appuyé pour son rayonnement à l'international sur une forme de soft power, de puissance douce, liée à la culture brésilienne, au fait que le pays était le leader de la communauté des pays lusophones. Est-ce que c'est encore une réalité aujourd'hui, ou est-ce que justement dans ce monde de plus en plus polarisé, où c'est le hard power, la puissance dure qui a finalement le dernier mot, il y a encore de la place pour ça, hein? Non, pas du tout. Non, non. On est tout à fait convaincu que le Brésil est l'un des rares pays du Sud qui peut jouer un peu ce rôle de pont que nous-mêmes on cherche à jouer depuis entre guillemets le camp des pays du Nord global, même si on réfute totalement ce genre d'expression. Euh, euh, le but, c'est vraiment d'éviter la fragmentation du monde, d'éviter qu'il y ait un camp deux camps qui se regardent en chaîne de faïence et qui soient incapables de trouver des solutions un peu collaboratives sur les sujets qu'ils nécessitent, sur le climat, sur la santé mondiale, sur la stabilité financière et ainsi de suite. Et dans ce cadre, le Brésil n'est pas forcément un interlocuteur très facile, mais parmi les grands pays du Sud, c'est sans doute celui qui présente les choses, je dirais, avec le plus de bonne volonté, avec lequel on peut travailler. Et on voit bien, quand on engage des initiatives justement pour essayer de mettre tous les pays du monde dans la barque pour euh, euh, trouver plus de financement pour le climat, trouver plus de financement pour le développement, pour prendre des grandes initiatives globales, c'est souvent Lula qui est au rendez-vous, hein. On l'a vu, nous, quand le président de la République a lancé son initiative sur un nouveau pacte financier en juin 2023. Le grand leader du Sud qui a répondu à l'appel et qui est venu, hein, d'ailleurs à la conférence à Paris, c'était Lula. Et ça, c'est une position un peu unique. Et le Brésil en joue intelligemment. Et vous l'avez bien rappelé, le soft power est un élément essentiel. C'est un pays qui a qui a une image dans le monde formidable.
Et est-ce que cela aura un impact, selon vous, la semaine prochaine, à l'occasion de la réunion du G20 que le Brésil préside? Est-ce que ça sera une réunion un peu différente des autres? Comment est-ce que vous anticipez ça? Je dirais qu'on a de la chance que ce soit le Brésil qui soit la présidence du G20 parce que c'est une réunion qui est extraordinairement compliquée. Euh, on a d'abord un blocage géopolitique en raison des deux grandes crises de l'Ukraine et du Proche-Orient qui font qu'on a des pays qui s'inscrivent dans une attitude de refus hein, qui bloquent tout ce qu'ils peuvent, comme avancé donc la Russie et la Chine. Et on a plusieurs dirigeants qui vont arriver quand même singulièrement affaiblis. Qu'on est Joe Biden qui va arriver ce qu'on appelle la période de lame duck fait il aura un effet d'entraînement assez modéré, d'autant qu'on perçoit, on anticipe toutes les prises de position du président élu Trump derrière, notamment sur les grandes questions globales dont traite le G20 sur le climat, si les États-Unis ressortent de l'accord de Paris, etc. On a d'autres leaders qui sont aussi affaiblis. Bon, évidemment, on a tous vu la crise politique en Allemagne. Et donc, ça va être un G20 compliqué. Et je dirais que dans ce contexte, bah, les Brésiliens ont géré ça très intelligemment. C'est-à-dire qu'ils ont défini un nombre d'objets assez limité, assez spécifique. Hein. Et le premier d'entre eux, celui dont on parlait tout à l'heure, c'est l'Alliance contre la faim et la pauvreté qui sera formellement adoptée. Après, il y a toute une série de sujets qui sont plutôt des jalons. Hein, qui vont poser, mais il n'y aura pas de décision. Il y a ce sujet qui est très présent dans le débat politique en France, mais aussi au plan international, qui est la taxation des super riches. Il n'y aura pas de décision, mais ce sera un jalon important. Et puis encore à plus long terme, il y a tous les sujets de réforme de la gouvernance mondiale, à la fois aux Nations Unies, l'élargissement du Conseil de sécurité, mais aussi toutes les institutions financières internationales. Et là, il n'y aura pas de décision, mais les Brésiliens ont fait un travail très conséquent et qui est une bonne base pour la suite, en fait. Alors, il y a ensuite un sujet qui se pose entre le Brésil et l'Union européenne, mais plus spécifiquement le Mercosur et l'Union européenne à travers l'accord de libre-échange dont on va dire quelques mots. Mais auparavant, est-ce que vous pouvez nous dire quelle est la vision qu'a le président Lula de l'Union européenne? Comment perçoit-il cette entité? Avec beaucoup d'intérêt. Hein. C'est vraiment pour lui un continent à titre personnel, hein, qu'il l'a toujours bien reçu, bien accueilli. Hein. Vous vous souvenez peut-être que même ses premiers voyages, quand il est sorti de prison, après 580 jours de prison, ont été pour l'Europe et surtout pour la France d'ailleurs. Hein. Donc c'est un pays que lui, un continent auquel il est attaché. Et après, pour le Brésil, bah, c'est une priorité parce que quand vous êtes euh, à la fois euh, euh, très soucieux de préserver votre indépendance vis-à-vis des États-Unis sur le continent américain, que vous êtes quand même très dépendant de la Chine parce que c'est votre premier partenaire commercial qui absorbe presque 40% de vos exportations, bah, l'Europe, c'est un peu le partenaire naturel. Donc oui, pour le Brésil, c'est une priorité. L'accord de libre-échange entre l'Union européenne et le Mercosur, il ne fait pas l'unanimité au sein de différents pays membres de l'Union européenne, à commencer parfois en tout cas par la France. Quelle est l'analyse que vous faites en tant que représentant de l'État français de cet accord de libre-échange? Écoutez, moi, l'analyse que je fais, c'est évidemment celle que font les autorités. Hein. Le président de la République l'a dit très clairement, nos ministres le répètent. Hein. Le projet d'accord tel qu'il est actuellement négocié ne nous convient pas. On est sur un accord qui était une négociation qui a commencé il y a plus de 20 ans, sur un modèle d'accord
qui a été conçu il y a 30 ans et qui, malgré le travail qui a été fait ces dernières années, n'incorpore pas les exigences, notamment sur le respect des engagements climatiques, qui sont celles qu'exigent toutes les opinions publiques européennes désormais. Et, 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 et que nous avons imposé aussi à nos producteurs, à nos agriculteurs, à nos entreprises, et qui ne comprendraient pas bien que avec un grand pays comme le Brésil, ben, on ouvre toutes les vannes, on fasse, comme on dit, un level playing field, et on les met en concurrence sans aucune barrière avec des producteurs qui, eux, n'ont pas été soumis aux mêmes contraintes et ce sont des contraintes qui grèvent la compétitivité. Donc voilà, c'est un peu tout ça qui motive l'opposition de la France et de plusieurs pays européens, qui ne veut surtout pas dire que nous ne souhaitons pas développer des relations économiques, commerciales avec le Brésil. Pour nous, c'est un partenaire clé. Économiquement, le Brésil c'est une terre d'investissement français. C'est la première destination égale avec la Chine pour les investissements français dans les émergents. Les entreprises françaises, vous avez ici tout le CAC 40, sauf une entreprise du CAC 40. Vous avez des stocks d'investissement qui dépassent 40 milliards d'euros. Vous avez des entreprises comme le groupe Carrefour qui emploie 150 000 personnes ici. Donc on est très présent, c'est un partenaire majeur. Et on aurait certainement intérêt, au-delà de l'investissement, à développer encore les flux commerciaux. On le souhaite. Simplement, on ne peut pas le faire dans des conditions qui ne sont à la fois pas bonnes pour la planète et qui sont déloyales pour nos producteurs. Voilà, c'est juste que, enfin, c'est simplement ce que nous répétons, mais c'est une objection profonde et qui ne va pas être levée du jour au lendemain. Mm. On va parler de la relation franco-brésilienne spécifiquement, mais j'invite d'ores et déjà nos alumni en ligne à utiliser le fil de conversation, le chat, s'ils ont des questions spécifiques à l'ambassadeur. On a encore un peu moins de 20 minutes ensemble, donc si vous avez des questions, d'ores et déjà, n'hésitez pas à les poser à travers le fil de discussion et je les relayerai à l'ambassadeur. Le président Macron, vous le rappeliez, monsieur l'ambassadeur, s'est rendu au Brésil en mars dernier. Est-ce que vous pouvez nous rappeler quels étaient les principaux axes du partenariat qui est ressorti de ce voyage présidentiel? C'était une visite d'abord exceptionnelle, hein. C'était en 3 jours, quatre destinations au Brésil, dont une qui était au cœur de la forêt amazonienne. C'était une visite d'État comme on en fait honnêtement rarement, d'une chaleur exceptionnelle. Lula a suivi le président sur tout le parcours. Et c'était à la fois la visite du retour de la France, parce que la période Bolsonaro a été très, très éprouvante, hein. C'est une période où les relations économiques ont continué à vivre leur vie. Il y a eu des échanges humains, mais politiquement, c'était une sorte d'interruption des relations diplomatiques qui ne disait pas son nom. Donc là, ça a été une vraie relance, et ça a été une relance avec le souci de fixer le cap pour les 10, 20 prochaines années, hein. Donc il y a eu à la fois euh, des décisions pour relancer des grands programmes tournés vers le futur, un peu comme on l'avait fait il y a une vingtaine d'années, quand on avait lancé un programme notamment de sous-marins avec ce pays. Et donc là, on a lancé des programmes tournés vers l'intelligence artificielle, vers le digital. Une nouvelle phase du programme de sous-marins, des programmes d'hélicoptères. Enfin, voilà, ce qu'on appelle des grands programmes structurants, qui sont en fait indispensables, parce que c'est quand on est un pays comme la France ou un pays comme le Brésil, si on ne veut pas dépendre
de l'un des super grands, de la Chine et des États-Unis, eh bien, il faut coopérer sur des programmes de technologie comme ça ensemble. Entre puissances, je ne veux pas choquer personne, je dirais pas entre puissances moyennes plus, mais entre grandes puissances qui n'en sont pas encore des très grandes. Voilà. Et donc c'est essentiel. Donc ça, c'était vraiment le cœur du sujet. Et il y avait évidemment des discussions politiques sur les grands sujets, sur les sujets globaux, avec la volonté de faire progresser les deux pays, en faire des leaders dans le domaine de la lutte contre le réchauffement climatique. Et au Brésil et en Guyane, de développer la bioéconomie. Donc, il y a un grand plan d'investissement de 1 milliard d'euros qui a été lancé pour développer la bioéconomie, fait trouver ensemble des modèles qui montrent que on peut vivre décemment dans la forêt amazonienne sans déforester. Oui, Voilà. oui, vous le rappelez, notre pays partage quoi, 700 ou 800 kilomètres de frontières avec le Brésil. Euh, Tout à fait, tout à fait. C'est c'est la plus grande frontière de la France, après le Brésil. Nous avons 740 kilomètres de frontières, ce qui pour le Brésil n'est pas grand-chose, mais pour nous, c'est quelque chose d'assez significatif. le président Macron, à l'occasion de de son voyage au Brésil, parlait d'intimité diplomatique. Euh, Est-ce que c'est cette intimité diplomatique qui recouvre les grands sujets que vous avez listés, au premier rang desquels la protection de l'environnement, ou est-ce qu'il y Il y avait a, autre il y a- chose derrière non, ça? il y a, bon, intimité diplomatique, mais avant ça, et c'est vraiment le sous-jacent, il y a une intimité formidable entre la France et le Brésil, entre les Français et les Brésiliens. C'est-à-dire, quand vous arrivez au Brésil, vous êtes bluffé à la fois par la francophonie. Vous avez plein de gens qui parlent un français parfait. Il y a plus de 600 000 personnes qui sont en train d'apprendre le français actuellement dans les établissements au Brésil, les écoles, les universités, les alliances françaises. Donc ça, c'est bluffant. Vous avez une francophilie qui est remarquable. Vous avez une histoire de liens partagés depuis le XVIIe siècle qui est phénoménale. Vous avez une influence de la philosophie française, des intellectuels, des surréalistes, et du positivisme sous pleine forme. Vous avez beaucoup de Brésiliens qui ont passé pas mal de temps en France et qui sont revenus, notamment pour la période de la dictature militaire. Vous avez des architectes comme Niemeyer notamment et d'autres ou des chanteurs comme Chico Buarque et ça, c'est vraiment dans la mémoire de tout le monde. Donc vous avez vraiment, comme d'être français au Brésil, c'est formidable. Ouais, vous sentez non, mais qu'il y a un vrai patrimoine. Après, sur l'intimité diplomatique, bah, elle se bâtit là-dessus, il y a une confiance et il y a le sentiment en fait de jouer, ce que je disais tout à l'heure, un peu le même rôle chacun dans son camp. C'est-à-dire, le Brésil, c'est un pays qui se perçoit comme du Sud global, mais un pays de bonne volonté qui est prêt à tendre une main vers le Nord pour travailler sur des sujets globaux. Bah, la France, aussi, on est résolument évidemment dans un pays du Nord, mais avec cette volonté toujours d'éviter la fracture et d'aller chercher des pays du Sud pour les emmener sur des problématiques globales. On l'a vu, hein, d'ailleurs, il y a 1 an et demi, le président de la République avait notamment proposé d'aller au sommet des BRICS. Donc il y a cette volonté qui est partagée des deux côtés. Et je crois que c'est ça l'intimité diplomatique, c'est qu'on sait exactement ce qu'on veut faire et donc on peut avancer sur des sujets. Et là, on travaille de manière très approfondie sur des initiatives. Notamment, je vous parlais des questions globales. On aide le Brésil à préparer la COP30 de Belém sur le fond. Merci, merci beaucoup. Alors, une première question qui est posée par Raphaël Bernard et qui vous dit, on parle souvent du Brésil comme des États-Unis du Sud. À quel point la comparaison tient-elle selon vous? Merci pour la question. Vous voulez dire que vous pouvez parler du côté fédéral et du poids des États dans la démocratie brésilienne ou plutôt du poids géopolitique du Brésil dans la région?
Alors, Raphaël Bernard, quelle est l'approche que vous retenez à travers si vous pouvez nous mettre un petit message via le chat, nous dire ce qu'il en est. C'est pas grave, sinon je vais dire tout ce qui me passe par la tête. Oui, ouais, dites-nous. Voilà. Écoutez, d'abord sur le côté fédéral du Brésil, c'est une réalité qui est incroyable, surtout quand on vient d'un bon pays jacobin et centralisateur comme la France. On ne cesse d'être assez impressionné par le poids des États. Et quand on est ambassadeur, ben, on passe son temps à aller voir les gouverneurs des différents États, qui sont des personnages puissants et considérables. Et ça, c'est une réalité politique. Et une réalité politique, vous voyez, euh, qui fait que le pays est beaucoup plus euh, euh, balancé qu'on ne le pense politiquement. C'est-à-dire que Lula est président, mais premier verrou, il est très minoritaire au Congrès, hein, est toujours obligé de composer avec une majorité qui est une majorité de centre droit. Et deuxième verrou, euh, il est euh, très minoritaire aussi dans les États, et la plupart des gouverneurs sont de droite ou même d'extrême droite. Donc voilà, c'est une vraie réalité. Je crois que j'ai vu quelque chose biper sur le chat depuis. Oui, c'est ça, Raphaël Bernard. La comparaison se fait en effet à de nombreux points de vue. Le fédéralisme, comme vous l'indiquez, mais aussi des questions de racisme, de violence, d'inégalité, de polarisation politique auxquelles vous avez répondu. Oui, bah il y a beaucoup de similarités, c'est certain. Sur les relations euh, ethniques, c'est évidemment un pays où il y a des tensions en fait, hein. C'est très loin de l'image totalement d'harmonie euh, et de fusion qu'on a en tête, hein. C'est un pays qui est quand même assez clivé. On a à peu près la moitié de la population donc, qui est noire et qui est métisse, mais euh, peine encore à accéder à évidemment, à certains emplois. Il y a des discriminations, et c'est un pays où l'harmonie n'est pas totale, ça, c'est certain. C'est certain. De ce point de vue-là aussi, il y a des ressemblances avec les États-Unis. Il y a la polarisation de la vie politique, ça on l'a dit. Il y a ce côté-là, il y a le fédéralisme. Euh, et, euh, et j'ajouterais la brutalité des cycles politiques aussi. Alors, il y a une question de Valentin Vidal également qui vous demande si vous accepteriez de parler un peu des relations franco-brésiliennes dans le domaine de la culture et de la francophonie. Et j'ajouterais même peut-être nous dire un mot sur la saison France-Brésil 2025 qui va s'ouvrir également. Oui. Elles sont très, très vivantes, elles sont formidables. On a effectivement devant nous un événement majeur, hein, que vous rappeliez, qui est la saison France-Brésil l'année prochaine. C'est-à-dire que les deux présidents de la République ont décidé que l'année prochaine, il y aurait toute une série d'événements, d'expositions, de spectacles, de colloques, de débats tout au long de l'année. Au premier semestre en France, ce sera la saison du Brésil en France, et au deuxième semestre, la saison de la France au Brésil. Et ils ont voulu qu'il y ait un peu un supplément d'âme, c'est-à-dire qu'il y ait pas, ce soit pas uniquement du culturel, mais qu'il y ait des thématiques très fortes. Donc, ils ont retenu une série de thématiques, c'est la démocratie, c'est la relation avec l'Afrique, c'est évidemment l'environnement et la biodiversité. Tout ce programme va être bâti autour. Vous allez avoir, moi, pour la saison dont j'ai la charge ici, plus de 250 événements au deuxième semestre de l'année prochaine aux quatre coins du Brésil. Donc, ça va être un moment magnifique.
Et en France, ça commencera au mois d'avril, même si vous avez déjà une première exposition qui a ouvert, qui est très belle, je n'ai pas encore vu, mais qui est très belle au musée du Luxembourg, d'une peintre brésilienne qui s'appelle Tarsila Amaral, qui est assez influencée par Fernand Léger. Cette époque-là, vous allez voir, c'est très beau pour ceux qui peuvent y aller. Ah, je ne vous entends Et plus. voilà, non, c'était moi. Je regroupe deux questions qui concernent la politique intérieure. Une première question de Valeria Mendes Costa, qui vous pourriez partager votre analyse sur les récentes législatives au Brésil et son éventuel ou leur éventuel impact sur la présidentielle en 2026. J'ajoute qu'il y a eu même des élections municipales assez récemment. Et une autre question de Sophie Jouineau qui dit, Monsieur l'ambassadeur, vous parlez de centre droit au Congrès. Quelles sont les forces de progrès dans ce conglomérat très divers? Alors, je vais peut-être commencer par le Congrès, parce que comme ça va m'amener après aux récentes élections, qui étaient effectivement les municipales, hein, comme vous le précisiez. Le Congrès, il est au Brésil d'une remarquable stabilité. C'est-à-dire que autant les échéances et les alternances au niveau des présidents sont assez abruptes, pour dire le moins, autant le Congrès, il y a une certaine stabilité au centre droit, avec toute une foultitude de partis dont les frontières sont assez poreuses. C'est-à-dire qu'au Brésil, vous pouvez changer de parti une, deux, quelquefois plus d'ailleurs de fois avant les élections. Les électeurs ne vous en tiennent pas rigueur. C'est quelque chose qui est assez fréquent. Euh, et les vraies lignes de force en fait au Congrès sont sur euh, des groupes, des banques de vote qui transcendent les partis. C'est-à-dire que la première cause qui peut unir les parlementaires, c'est les évangéliques. Donc là, de parlementaires, mais c'est plusieurs centaines de parlementaires qui appartiennent à la banque de vote évangélique. Vous avez un groupe qui soutient l'agro-business. Vous avez un groupe qui soutient les armes à feu. C'est un peu comme ça que ça se structure. Hein, la majorité est de centre droit, mais les vraies lignes de force, elles sont un petit peu ailleurs. Et donc, quand vous êtes quelqu'un comme Lula actuellement, eh bien, il faut convaincre à chaque fois que vous voulez faire passer un texte. Et donc, vous le faites sur la base des mérites propres du texte, avec aussi quelques adjuvants. Notamment, il y a des fonds de ce qu'on appelle les emendas, c'est la réserve parlementaire qu'on distribue aux parlementaires pour des projets dans leur circonscription, mais qui sont des fonds colossaux. Hein. Cette année, ce sont des fonds qui vont atteindre 8 milliards à peu près 8 milliards d'euros. Donc c'est beaucoup. Après les élections législatives, pardon, municipales, les principaux enseignements, c'est vraiment une victoire du centre droit et de la droite. Euh, une défaite pour le Parti des travailleurs de Lula, qui n'a eu qu'une grande ville, qui est celle de Recife, et une victoire relative pour les bolsonaristes qui ont obtenu 4 grandes villes. Hein, voilà. Mais c'est plutôt la confirmation de ce qu'on avait auparavant, et en tout cas pas un progrès. Qu'est-ce que ça indique pour les présidentielles? Bah, en tout cas, que le mouvement bolsonariste est toujours mobilisé et très, et très fort. Hein. Mais ça, je dirais qu'on le savait, hein, puisque en fait, Lula a été élu d'assez peu de voix aux dernières élections, hein, puisque Bolsonaro avait gagné 55-45,
et la dernière élection, ça devait être 52-48. Hein, donc voilà. Je regroupe deux questions sur l'accord de libre-échange. Une première de Raphaël Bernard qui vous dit s'il venait à être signé, l'accord de libre-échange UE-Mercosur renforcerait grandement le secteur de l'agrobusiness, qui n'est pas exactement du bord de Lula et qui a déjà une majorité à la Chambre et au Sénat. Donc Lula a-t-il véritablement intérêt à aller de l'avant avec cet accord? Et une autre question de Valeria Mendes Costa qui dit en ce qui concerne l'accord, au-delà des questions de compétitivité agricole, ne croyez-vous pas qu'il manque quand même un peu de vision stratégique de la part des Européens et des Français en particulier? Euh, oui, ben, écoutez, je suis tout à fait d'accord avec les deux questions et les réponses qu'ils impliquent en fait. Hein. Sur le premier aspect, c'est sûr que c'est un accord qui ici est très poussé par l'agrobusiness, hein. Un petit peu moins par l'industrie parce que pour une partie d'entre elles, ça impliquerait plus de compétition sur le marché domestique et avec des doutes dans certains secteurs sur la compétitivité réelle. Pourquoi est-ce que Lula fait ça? Vous savez, je crois que quand vous êtes président d'un pays comme le Brésil, vous n'avez pas tellement le choix que que d'appuyer votre secteur agricole et votre industrie et votre agrobusiness, hein, quand vous voyez le poids économique que ça représente. La deuxième question, est-ce qu'on ne devrait pas avoir une approche stratégique plus ambitieuse avec le Brésil? 100% d'accord, bien sûr. Et c'est ce que la France répète. On est avec un grand émergent, avec un partenaire politique, avec un partenaire stratégique, avec une grande démocratie. On veut avec elle travailler à éviter la fragmentation du monde. On veut avec elle travailler à la résilience du modèle démocratique dans le monde au moment où des puissances agressives l'attaquent de plus en plus fort. C'est évident qu'on n'a pas envie de se limiter, même si c'est important, à un accord commercial. C'est vrai que l'ambition, elle est 10 fois supérieure avec un pays comme le Brésil et que il faudra soit compléter, soit dépasser cet accord commercial avec un accord stratégique qui recouvre toute la richesse de cette relation, qui décide dans quel domaine nous, Européens, voulons travailler avec le Brésil à l'avenir, quelle coopération technologique, quelle ambition politique, et ça, c'est beaucoup plus important, beaucoup plus important. Alors peut-être terminer, si vous avez encore 2 minutes à nous accorder, deux dernières questions et un témoignage. Une première question de Jean-Pierre Bien-Aimé qui indique qu'ayant fréquenté le Brésil depuis plus de 30 ans, professionnellement, ce pays m'est apparu comme un mélange d'archaïsme et de modernité sur le plan administratif, fiscal, business, politique. Est-ce toujours vrai selon vous? Et nous avons également une question d'Emmanuel Leroy qui vous demande, Monsieur l'ambassadeur, si vous pouvez nous en dire un peu plus en termes de sécurité et de violence aujourd'hui au Brésil. Écoutez, sur le archaïsme, modernité, sur la vie des affaires, euh, je pense qu'il y a eu quelques progrès depuis que notre ancien a labouré le Brésil, mais c'est vrai que c'est un pays qui est, j'en reviens au point initial, qui est béni des dieux, a tellement de potentiel, de capacité qu'on trouve parfois voilà, qu'il reste un petit peu en deçà en raison de blocages et de lourdeurs qui lui sont propres. Des lourdeurs administratives, certes, des lourdeurs fiscales, même si ça se simplifie. Une réforme de l'adoption de la TVA, qui était en discussion depuis 30 ans, vient d'être adoptée. Donc ça, c'est des progrès. Une complexité aussi dans les procédures. C'est très judiciarisé. On parle des États-Unis et tout à l'heure, mais le Brésil étant encore plus judiciarisé que dans les relations que les États-Unis. Il y a encore plus de procès, encore plus d'avocats.
Donc oui, il y a toute cette dimension dont on espère que le Brésil va s'en dégager progressivement, qui n'empêche pas que nos entreprises développent des activités qui sont florissantes, mais on voit bien que le pays pourrait décoller encore plus, et sans doute le fera-t-il dans les prochaines années s'il parvient à lever ces verrous-là. Sur la sécurité, c'est une vraie préoccupation. Je le disais, pas d'ennemi intérieur, mais un vrai ennemi intérieur. Un vrai, pas ennemi extérieur, pardon, mais un vrai ennemi intérieur. Et ça, c'est une réalité. Il y a dans le pays des zones de non-droit sur lesquels l'autorité de l'État a de plus en plus de mal à s'affirmer. On le voit, il y a à la fois des taux d'homicide et des violences qui sont très élevés, mais aussi des endroits où les services publics ne peuvent plus être assurés de manière continue et sont aux mains d'autres intérêts. Donc ça, c'est un vrai sujet de préoccupation. Évidemment, le gouvernement lutte contre cela avec beaucoup de force. Mais c'est compliqué, c'est alimenté aussi par des trafics de stupéfiants qui sont très importants et qui financent ce type d'activité. Euh, En tout cas, quand vous êtes ambassadeur dans un pays comme le Brésil, que vous voyez ce type de phénomène, ça vous conduit à beaucoup réfléchir aussi sur ce qui peut se passer en France, ce qui pourrait se passer, et sur la complexité, la difficulté à récupérer, à redresser la situation quand l'État perd le contrôle sur un territoire. Et ça, vraiment, moi, en tout cas, c'est une pensée qui m'anime quasiment quotidiennement quand je vois certains exemples devant mes yeux ici. Et je vous propose qu'on termine par un témoignage d'un ancien et d'un ancienne élève qui assistait à vos cours, puisque il écrit, c'était Éric Génary, je tenais juste à saluer mon ancien professeur de géopolitique rue Saint-Guillaume, vous en l'occurrence, monsieur l'ambassadeur. J'ai été son étudiant en 2005-2006 avec Frédéric Mondolini. Il a animé un idée de questions internationales qui m'a laissé un vif souvenir et je voulais l'en remercier. Je joins mes remerciements à ceux d'Éric, monsieur l'ambassadeur. Merci pour cette heure passionnante partagée avec vous. Merci pour votre temps. Merci pour ce que vous faites pour les alumni qui sont au Brésil et que tous nos meilleurs voeux de succès vous accompagnent dans vos fonctions et à l'approche d'échéances majeures. Là encore, vous pouvez être assuré de tout notre soutien, toute notre amitié distante et au plus près de votre action au Brésil. Encore merci, monsieur l'ambassadeur. Merci à vous, c'était un plaisir. Merci. À très bientôt. Au revoir.